tous avec un nouveau top 10. Après Owen Hart et Rikishi, voici Bam Bam Bigelow, vous l'aurez reconnu. Donc top 10 que je voulais faire à la base parce que je croyais que Bam Bam Bigelow allait être intronisé au Hall of Fame cette année en 2013. Or c'était juste une rumeur, ça n'a pas encore été officialisé, alors ce sera peut-être le cas pour cette année. Si c'est pas pour cette année, ce sera chose faite tôt ou tard de toute façon, puisque c'est un lutteur important, je pense, de l'histoire de la WWE et des fédérations WCW et ECW aussi. Alors, même si on regarde son palmarès, c'est pas énorme, c'est quand même pour moi une grosse carrière. Il a aussi fait carrière au Japon, mais ça sera pas pris en compte dans l'histoire de il sera intronisé au Hall of Fame ou quoi. Mais mine de rien, il a quand même fait le main event par exemple d'un WrestleMania contre une apparemment très grande star du football américain, donc Lawrence Taylor. Et en fait, ce match-là, je pense, d'une part, témoigne de la confiance qu'on lui a accordée, parce que c'était un match vraiment important, ça a donné une vision, comme ça, un spotlight au-delà du cercle du catch, si vous voulez. Les journaux télévisés mainstream, et notamment les journaux sportifs, parlaient de ce match-là. Et ça montrait aussi de la confiance, ce que je disais, du backstage de la fédération, quant à la capacité à Bam Bam de faire un match, voilà, un main event de WrestleMania, ça se devait d'être au moins bon contre un type qui ne sait pas lutter. Voilà. Bon, il l'a fait d'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais sinon, il est aussi resté très connu, Bam Bam, comme étant un big man, peut-être le premier big man vraiment agile et mobile et capable de bumper comme ça. C'est vrai que j'ai cherché, aux États-Unis, je pense pas qu'il y en ait d'autres avant lui qui aient vraiment été aussi mobile et agile par rapport à un gabarit comme ça. Ou même au Japon d'ailleurs, je sais pas s'il y en a. Donc je pense que ça lui a permis d'exploser très vite dans sa carrière. C'est vrai qu'il a une carrière, un début de carrière, boum, direct, ça devient une star, direct, très vite en fait dans un territoire de la NWA, autour de Memphis, puis ensuite au Japon. Et puis aussi il est resté, je pense qu'aujourd'hui quand on parle de Bam Bam Bigelow, c'est souvent cité comme l'un des meilleurs big man de tous les temps, voire le meilleur, etc. Alors ça on verra s'il mérite ce statut-là, et si on peut même aller au-delà de juste dire un des meilleurs big man, mais un des meilleurs lutteurs de tous les temps, ou quoi. Alors je vais commencer d'ailleurs par là. Bon, il a toute une renommée, tout ça. Mais moi personnellement j'avais du mal à savoir si je le mettais dans un des meilleurs big man de tous les temps, sachant que, et je m'y attendais un peu, que son top 10 est pas énormissime. En fait, c'est aussi pour ça que je voulais faire le top 10, c'est qu'en voyant plein de matchs d'un même lutteur dans un court laps de temps, ça me permet de voir un peu ses réflexes, les trucs qu'il fait bien ou mal systématiquement, etc., etc. Et avoir un avis plus arrêté comme ça et moins dilué sur des impressions comme ça éparpillées dans le temps. Alors du coup, quand on regarde le top 10, on se dit qu'il n'est pas énorme par rapport à la renommée de Bam Bam et au fait que ça pourrait être l'un des tout meilleurs big man, voire le meilleur de tous les temps. Déjà, le premier truc, c'est que j'ai pas voulu surnoter les matchs du top 10 pour que ça témoigne mieux du talent du lutteur ou de mes préférences ou quoi. Donc là, c'est les vraies notes, normalement, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, ça fait pas un top 10 exceptionnel et je pense que ça témoigne pas du talent de Bam Bam qui est quand même assez net, quoi. On sent que c'est vraiment un très très bon lutteur. Mais le truc, c'est qu'il a peut-être mieux montré son talent lorsqu'il affrontait des lutteurs un peu moyens, voire mauvais, notamment Lawrence Taylor à WrestleMania, mais je pense aussi à des matchs qu'il a eu à Raw contre Mabel en début de carrière, contre Bastion Booger, qui était une des plus grosses merdes de l'histoire de la WWF, ou Typhoon, ou des mecs vraiment limites comme ça, avec qui il a eu de vraiment, vraiment bons matchs. Enfin, vraiment bons, c'est du style 3 étoiles, mais avec ces mecs-là en face, c'était vraiment pas évident. Et quelque part, il n'a pas eu beaucoup aussi d'opportunités d'avoir des gros matchs, à part en début de carrière au Japon. Mais le problème, c'est que c'était son début de carrière à Bam Bam. Il a commencé grosso modo au milieu des années 80. 88, il s'est retrouvé au Japon à affronter des mecs comme Fujinami, Inoki, Hashimoto, tout ça. Donc forcément, il aurait dû avoir des super matchs contre ces gars-là, mais il n'était pas encore bon, surtout en termes d'intelligence in-ring. Il arrivait à bouger tout ça. Il était déjà agile et mobile. Mais je pense qu'il n'était pas encore très malin. Voilà, en termes de selling et tout ça, c'était un peu limite. Et du coup, ça fait des matchs pas mal, mais sans plus, du style 3 écarts, tout ça. Donc, ça décollait jamais vraiment. Ça n'a jamais vraiment décollé de toute façon, parce que voilà, c'est soit il n'a pas d'opportunité, mais il est bon, soit il est pas bon, mais il a des opportunités. Donc c'est un peu con. Alors quand je parle de ces opportunités, alors, franchement, regardez les matchs que Bam Bam a eu en pay-per-view à la WWF, c'est quand même les plus grosses occasions qu'il a eues. Franchement, à part Bret Hart à King of the Ring 93 et le Bulldog à In Your House 3, c'est pas la grande fête, quoi. C'est du style Big Boss Man, Doink, Axar Jim Duggan, des mecs comme ça, donc c'est pas forcément évident d'avoir des gros matchs, forcément. Alors du coup, je disais qu'il a fini par être bon quand même à WWF. En fait, même il est bon un peu avant. Il a commencé à être bon à la fin de son temps au Japon. En gros, c'est 92 avec Vader, lorsqu'il est en équipe avec Vader, il était champion à IWGP. Donc ils ont eu pas mal de bons matchs ensemble, d'ailleurs, qui figurent dans le top 10.
Bon, on se rend compte que Vader est certainement supérieur, et je pense que si je faisais le top 10 de Vader, que d'ailleurs je ferai certainement un jour parce que j'aime beaucoup Vader, on se rend compte que Vader est supérieur. Mais si on compare le top 10 de Bam Bam Bigelow avec celui de Rikishi, on voit quand même pour des lutteurs qui ont un gabarit assez proche, j'ai fait celui de Rikishi, hein, il est déjà disponible. Pour des lutteurs qui ont des gabarits assez proches et qui ont eu quand même pas une énorme carrière chacun, dans le sens pas beaucoup d'opportunités, de titres et de trucs en solo, Bam Bam est quand même au-dessus. Voilà. Et ça témoigne quand même de l'opinion que j'ai sur Bam Bam plus généralement, du talent du lutteur. Je pense que Bam Bam était vraiment assez nettement meilleur que Rikishi. Voilà. Alors pourquoi je le considère comme meilleur de manière plus générale? Donc déjà parce qu'il est capable de faire des carry jobs contre des lutteurs qui sont pas top, je l'ai dit, il était intelligent. Il est donc mobile, rapide, tout ça pour un big man, mais il est aussi très puissant, c'est l'intérêt aussi des big man. Mais là où il fait vraiment la grosse différence, je pense, c'est sur sa capacité à bumper. Le meilleur exemple de ça, c'est quand il fait son diving headbutt, son finisher. Si le lutteur en bas se range, Bam Bam va se ramasser comme une grosse merde alors qu'il fait 150 kg, c'est assez impressionnant. Quand il prend des bumps aussi au-dessus de la troisième corde, on voit qu'il peut vraiment y aller franco, c'est pas de problème. Il est assez intense en fait, on n'a pas l'impression qu'il a peur de se blesser alors qu'il a un gros gabarit, on dirait qu'il y va comme un gros taré. Donc voilà, et en plus de ça, il a une assez bonne moveset, plus variée que le gros bourrin de Big Man tout con. Et donc il est intelligent et bon au selling. Donc tout ça ensemble, ça fait que forcément, c'est une valeur sûre, quoi. C'est très rare d'avoir des matchs où il est pas terrible. Après, il lui manquait quand même un truc qui, à mon avis, explique pourquoi il a pas eu beaucoup d'opportunités, je pense. C'est qu'il a jamais été très brillant au micro. Donc en gros, il a jamais parlé. Comme ça, on lui mettait un manager et c'était bouclé. Mais c'est vrai que ça peut expliquer, surtout comme il a lutté à la fin des années 90, donc l'ère attitude, il fallait être bon au micro, il fallait être divertissant, et donc c'est pas trop le style de Bam Bam. Ça aurait peut-être été une bonne idée de sa part de retourner au Japon à ce moment-là d'ailleurs. Mais voilà, bon, il était quand même charismatique, donc il faisait quand même réagir le public, c'était à peu près un showman, mais c'était surtout un vrai super lutteur in-ring, et pas sur le reste. Alors, quelques matchs là, parmi le top 10, parce que vous n'allez peut-être pas avoir envie de regarder tout le top 10, après c'est selon, qui peuvent être des bons témoins en fait de toutes les qualités que je loue à Bam Bam Bigelow. Il y a le match de Royal Rumble 95, donc en équipe avec Tatanka contre Bob Holly et One Two Three Kid, où il fait une performance remarquable, où il prend des bumps, voilà, il bouge tout le temps. On voit vraiment la différence en fait de niveau entre Bam Bam et Tatanka. On pourrait se dire que Tatanka est meilleur parce qu'il a l'air plus athlétique, mais voilà, en termes d'intelligence dans le ring, il y a une énorme différence à ce moment-là de sa carrière. Bam Bam est quasiment au top. Donc voilà, il fait une super perf, et franchement, si tous les autres lutteurs s'étaient mis au même, au diapason, je pense que ça aurait pu être un classique. Il y a aussi son super match, le meilleur match en carrière de Bam Bam contre Rob Van Dam à la ECW, qui est un excellent brawl, street fight complètement taré, donc style ECW. C'est peut-être même le meilleur combat de l'histoire de la ECW. Je dirais ECW période vraiment hardcore, c'est-à-dire à partir de 96-97. Parce qu'avant, on a bien les matchs de Mick Foley, Terry Funk qui sont un peu hardcore, mais je sais pas si à voir si c'est meilleur. Et puis sinon, on a des matchs, par exemple, avec Eddie Guerrero et Dean Malenko qui sont bons, mais vraiment, dans la période où c'est vraiment violent, où Sabu et RVD utilisent des chaises à tous les matchs et tout ça, c'est peut-être le meilleur match de l'histoire de la ICW. Donc, si vous voulez voir du gros street fight de bourrin, ça se défend vraiment bien, et Bam Bam n'est pas du tout en reste dans ce combat. On aurait pu croire que RVD était la star du combat, mais vraiment par l'intelligence, le selling, Bam Bam se met presque, à mon avis, au-dessus de RVD dans ce match, qui évidemment lui brille par ses côtés athlétiques. Et puis sinon, quitter moi une merde des talents de Bam Bam, je dirais que ça vaut le coup d'aller jeter un œil au match contre Lawrence Taylor de WrestleMania 11. Déjà parce que c'est un main event de WrestleMania contre une star qui ne fait pas du catch, donc c'est une curiosité. Mais c'est vraiment le combat qui force le respect, parce que c'est un bon match, quoi, je dirais, un match genre à 3 étoiles, 3 écarts peut-être si on pousse un peu, alors qu'en face il y a un mec qui a jamais fait de match, qui a jamais fait de lutte. Donc c'est pas la tuerie, mais c'est vraiment très solide, et on a vraiment l'impression, ça se voit assez nettement, que c'est Bam Bam qui fait tout, quoi, pour que le match soit bon. C'est un pur carry job. Si vous voulez savoir, il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre fois ce qu'était un carry job, je donnerais ce match là en référence. C'est le carry job par excellence, parce qu'il y a un type qui ne sait pas lutter, et donc il faut que l'autre fasse en sorte que ça ressemble à peu près à un combat et à un spectacle de bon niveau. Donc il a fait le boulot là-dessus. Après voilà, c'est pas énorme, quoi. Il y a un petit top 10, il y a pas, c'est une vraie frustration. On voit vraiment la qualité du lutteur, son potentiel est vraiment visible, mais il n'y a pas beaucoup de moments où il a été exploité pour que ça débouche sur des classiques matchs et des trucs vraiment mémorables.
Ce qui fait que quelque part, on a presque envie d'en faire encore plus l'éloge. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi j'ai voulu faire cette vidéo. On a envie de le mettre en avant comme ça pour qu'il brille au moins et qu'on ne l'oublie pas par le biais de ces éloges-là, puisque à travers ses accomplissements et ses matchs, il n'y a pas grand-chose finalement qui va rester, je pense, dans l'histoire. Je pense que dans 20, 30 ans, on va oublier ces matchs. Mais peut-être on se souviendra de Bam Bam comme un bon lutteur malgré tout. Enfin, c'est tout ce que je lui souhaite. Et puis au-delà de ça, dans le cadre de cette vidéo, j'ai re-regardé une shoot interview de Bam Bam que j'avais déjà vue, qui est disponible sur YouTube, elle dure 3 heures, mais si vous parlez anglais, ça passe très vite. Alors une shoot interview, c'est une interview du lutteur, mais hors kayfabe, donc l'homme si vous voulez. Là c'était, si vous voulez, Scott Bigelow qui répondait à un fan et pas Bam Bam qui parlait en tant que personnage, heel ou face ou quoi. Donc hors personnage donc. C'est une interview qu'il a donnée en plus à la fin de sa carrière, donc il était complètement, si vous voulez, déconnecté du business de la lutte, donc il pouvait être totalement honnête. Et j'ai bien aimé l'homme aussi là-dessus. Il explique par exemple à un moment donné qu'il a ouvert sa gueule contre la clique qui s'en prenait à Chris Candido, qui était un ami à lui. Alors la clique, c'est Shawn Michaels, Kevin Nash, tout ça, qui foutait pas mal de merde en backstage. J'imagine que puisqu'il a ouvert sa gueule contre la clique, son dépouche après le match contre Lawrence Taylor est venu de là, j'en suis à peu près sûr. Voilà, merci. Sinon, une autre anecdote sympa et presque ironique, vous savez que Bam Bam a arboré un costume avec des flammes toute sa carrière. Et en fait, en 2000, il a sauvé 3 enfants d'un incendie au prix d'assez graves brûlures qui l'ont forcé à rester à l'hôpital 2 mois. Il dit dans l'interview qu'il a mis 4 mois à vraiment s'en remettre de ces brûlures-là. Donc c'est assez marrant pour un gars qui a eu des flammes sur son costume toute sa carrière que ça se rejoigne comme ça sur cette anecdote-là. Et puis enfin, il est mort ensuite en 2007, je crois. Suite overdose, alcool, drogue, après un accident de moto, tout ça. Donc ça fait un espèce de mélange entre un bad boy et un good guy. J'aime bien. J'aime bien ce mélange-là, j'ai bien aimé l'homme. Voilà, donc du coup, pour tout ça, mais surtout pour ce que j'ai dit sur le lutteur, parce que c'est ça qui compte quand même, je le mets assez volontiers, comme ça, vu de nez, il faudrait que je fasse le top 50 à jour. Mais je le mets dans mon top 50, je pense, toute époque, tout lutteur, tout fait confondu, tout style. Et du coup, forcément, dans au moins top 20 des big men, voire top 10 des meilleurs big men de tous les temps, malgré donc un manque de très grands matchs. Donc ça c'est voilà, c'est dit. Bigelow, excellent, pas de problème. D'ailleurs j'ai fait le top 10 de Owen Hart et de Rikishi et j'ai pris presque plus de plaisir à préparer son top 10 qu'à faire celui d'Owen Hart, malgré que Owen est peut-être considéré comme un meilleur lutteur, mais franchement moi, à vue de nez, je les mets à peu près au même niveau, comme ça. Et comme j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire son top 10 à Bam Bam, je pense que je vais en faire un autre prochainement. Et histoire de rattraper mon craquage avec cette histoire de Hall of Fame, je vais faire le top 10 d'un lutteur qui est cette fois-ci Hall of Fame, c'est sûr. C'est Mick Foley, en plus c'est un lutteur que j'adore. Ça va faire un top 10 qui tue sa mère, puisque Mick Foley, à mon avis quasiment moyen, je ne l'ai pas encore fait, mais peut-être un top 10 entier à 4 étoiles ou plus, où il en sera pas loin à mon avis. En plus c'est un lutteur que je connais très bien, donc ça ne va pas me prendre trop de temps. Donc voilà, le prochain top 10, ça sera Mick Foley, et ce sera avant WrestleMania, histoire que je colle à peu près avec le Hall of Fame. Donc je vous dis à bientôt avec ça, ou autre chose, il y a la vidéo sur Triple H Undertaker qui vient aussi. Donc voilà, bye.